Hello Ellie, Bonjour Jérémy. merci d'être venu me voir. Je t'ai allé dans les couloirs du Norscan et je t'ai demandé si t'étais OK pour faire un podcast. Et tu m'as gentiment dit oui pour parler d'un sujet hautement stratégique, dont on va parler dans 2 minutes. Euh, du coup, je te réexplique un peu le concept du podcast. Je te l'ai un peu expliqué, mais on va le refaire. Je vais d'abord te demander de te présenter très rapidement. 2, 3 petites phrases, on reparlera de toi un peu plus tard. Ensuite, je vais te poser une question compliquée. Mais je vais te la poser en mettant 3 casquettes différentes selon les moments. Je serai un petit enfant de 6, 7, 8, 10 ans, on verra selon l'inspiration. Un ado impertinent ou un adulte inquiet, enthousiaste, en fonction de ce que tu me diras. Après, on reparlera un peu plus de toi, de ton parcours, de ton chemin, de tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la petite question traditionnelle sur l'impact. Est-ce que ça te convient comme programme, Ellie ? C'est très bien, allons-y. Génial. Du coup, on peut y aller. Euh, donc, c'est le moment où traditionnellement, je te pose cette question comme un enfant, mais tu viens de me faire remarquer qu'un enfant ne poserait pas cette question. Du coup, je vais avoir 13 ans. Ok. Et je vais te dire, Ellie, j'ai entendu parler de stratégie, j'ai entendu parler d'IA. Est-ce que l'IA peut m'aider dans la stratégie ? C'est une question qui est évidemment difficile à poser ou à répondre pour un enfant de 7 ans. Pour un enfant de 13, je pense qu'on peut y arriver. Alors, je vais essayer. Déjà, il faut définir la stratégie. Donc, ça, je peux le faire pour un enfant de 7 ans. Si on imagine une partie de cache-cache. Ouais. Si on se cache toujours au même endroit, on va nous trouver. C'est pas Ou faux. si on fait comme les autres, on va aussi nous trouver. Donc, l'enjeu, c'est de trouver quelle est la technique, quelle est la chose qu'on doit faire pour ne pas être trouvé. Et c'est ça la stratégie. C'est en fait les choix et décisions qu'on fait pour gagner. Donc, si on applique ça à l'intelligence artificielle, ou comment l'intelligence artificielle, je le verrais comme un partenaire de réflexion. C'est-à-dire qu'on veut gagner à cache-cache et on a un partenaire qui connaît beaucoup de choses, qui a étudié le terrain et qui va réfléchir avec nous sur quelle est la meilleure manière de le faire. Donc, en gros, l'intelligence artificielle, c'est comme un copain qui va me dire où me cacher. Ça pourrait être vu comme ça, ouais. Pas mal. Écoute, en partie de cache-cache, je tenterai GPT la prochaine fois que je fais un cache-cache. Ok, d'accord. Et bah, comme d'hab, j'ai oublié de te présenter. Du coup, j'ai oublié de te demander de te présenter. Du coup, si on parle de stratégie en 2, 3 phrases, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je te pose cette question ? Donc, je m'appelle Elie, je suis fondateur d'OKR Mentors. On est spécialiste en pilotage stratégique. Donc, on aide les organisations à traduire leur stratégie dans un plan d'action et à la délivrer. Et mettre en place des systèmes pour qu'elles soient capables de le faire de manière continue et autonome. Ok, ça, on sent que c'était le pitch un peu plus bossé, celui-là. Euh, et ok, donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler d'IA à proprement parler, à partir de quand on va se mettre dans le monde de l'entreprise en disant que je suis plus adulte là, mais à partir de quand est-ce qu'il est important de penser stratégie ? Parce que moi, j'ai envie de te dire, ok, moi j'ai une boîte qui s'appelle The Tech Nation, on est sur la première année d'existence et autres. Je sais pas si j'ai une stratégie, je suis pas si sûr. Bon, en vrai, je pense que si, mais enfin, tu vois ce que je veux dire ? Stratégie, on a un peu l'impression que c'est un mot pour les grosses boîtes. En fait, on fait tous de la stratégie constamment. Parce que chaque fois qu'on a un objectif et qu'on définit comment l'accomplir, on fait des choix stratégiques. En fait, la stratégie, c'est la somme des choix et des décisions ou des paris qu'on fait pour accomplir un objectif. Donc, que ce soit intuitif, conscient, inconscient, on a une stratégie. Le travail de la stratégie, c'est de mettre de l'intentionnalité, de le formuler de manière de plus en plus professionnelle et d'avoir une réflexion sur pourquoi je fais ces choix-là. Est-ce que l'exécution fait partie de la stratégie ou est-ce que c'est 2 trucs différents du coup ? Alors moi, dans l'exécution, je différencie deux choses. Et c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait et là où on accompagne les organisations. Il y a l'exécution des services du quotidien. Donc, par exemple, pour une entreprise, ça va être délivrer les services qu'on propose, ça va être les vendre, ça va être faire le support, ça va être potentiellement la comptabilité. Toutes ces actions qu'on fait pour faire tourner l'activité de l'entreprise.
Après, il y a un deuxième type d'exécution, c'est l'exécution qui nous permet d'aller de là où on est vers le nous du futur. C'est-à-dire que la majorité des organisations, elles sont à un endroit donné, mais elles veulent se transformer, elles ont une vision, elles ont des objectifs. Et ça ne se passe pas tout seul. Il faut exécuter des actions et des initiatives. Et donc, ça, c'est un deuxième type d'exécution qu'on appelle exécution stratégique. Ok. Donc, en gros, j'ai l'exécution qui est, on va dire, qui sont sur les tâches de production, productives, hein, c'est-à-dire des tâches sur lesquelles pas nécessaire d'avoir une stratégie forte, enfin, sur lesquelles j'imagine que la stratégie va s'appliquer. Mais si je déroule des plans connus en compta, en sales, en marketing, c'est pas particulièrement stratégique. Si par contre je décide d'une stratégie, et même d'ailleurs en compta ou en sales ou en marketing d'ailleurs, si je décide d'une stratégie et que je veux l'appliquer, je vais avoir de l'exécution stratégique à tous les étages. Exactement. Si je prends l'analogie d'un restaurant, Ouais. Cuisiner les plats, les servir, laver, ranger les tables, ça fait partie des activités du quotidien. On va potentiellement appeler ça dans l'entreprise du business as usual ou du run, pour utiliser des anglicismes. Et à côté de ça, si on veut s'adresser à un nouveau type de clientèle, changer le menu, changer le design, etc., là, on va être dans de la transformation. Donc, on va être dans du build et on va être dans de l'exécution stratégique. Ok. Bon, du coup, tu commences à me voir venir un peu, et peut-être que les gens qui nous écouteront aussi. L'IA là-dedans, on commence, ça y est, on est sur un moment où la plupart des gens sont rodés à utiliser GPT, mais pour faire simple, comment est-ce que l'IA peut apporter de la valeur ajoutée déjà de manière simple, si on reste avec, on va dire, je reste un ado et on reste avec le restaurant. Je trouve que c'est un bon exemple. Qu'est-ce que l'IA peut m'aider à faire quoi là-dedans? Pourquoi je peux être meilleur? Au niveau de ta stratégie, tu veux dire? Ouais. Enfin, non, on va peut-être pas parler du run maintenant parce que c'est pas le sujet, ça va pas être intéressant, mais ouais, plutôt au niveau de la stratégie. Alors, elle bouleverse complètement la manière dont on définit et on exécute les stratégies à plusieurs titres. Si j'applique ça au restaurant, je pense qu'il y a une première étape qui est de comprendre son marché, comprendre son client. Et donc là, l'intelligence artificielle, par son accès à beaucoup d'informations et par sa capacité à la traiter rapidement, nous permet d'avoir une meilleure compréhension de notre clientèle. Donc, par exemple, un restaurant qui n'arrive pas à attirer des clients parce qu'il ne comprend pas bien qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, l'IA va leur permettre de mieux comprendre ça et donc de mieux définir le problème à résoudre. Et derrière ça, il y a les solutions. Donc, quelles sont les solutions pour répondre à ces besoins? Imaginons qu'on est au centre-ville d'une grande ville métropolitaine qui attire beaucoup de touristes et on manque de clientèle, on ne sait pas pourquoi les gens ne restent pas ou ne reviennent pas ou ne sont pas contents. Mais on va pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe grâce à l'IA et on va pouvoir, à côté de ça, identifier sur base de la clientèle que j'ai définie, une fois qu'elle est définie. Donc, imaginons touristes entre 40 et 50 ans en famille. On va pouvoir avoir des inspirations ou générer des idées sur quels peuvent être les ajustements que je dois faire pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Et donc ça, c'est un process qu'évidemment, on fait depuis l'éternité de manière intuitive ou au travers d'analyses, d'investigations et ainsi de suite. Je pense à l'expert de cauchemar en cuisine. On pourra trouver d'autres analogies que le restaurant après pour varier. Mais donc l'IA, en fait, elle permet d'accéder à l'information en grande quantité de manière beaucoup plus rapide. Évidemment, il y a des mais. Ok. Pour le projeter un peu, tiens, je suis stagiaire, tu m'envoies, je ne sais pas si c'est une situation réaliste ou pas, je ne crois pas, mais tu m'envoies dérouler de la stratégie dans un restaurant de manière extrêmement concrète. Qu'est-ce que tu vas me dire de dérouler comme action? C'est-à-dire que, imaginons, ok, on fait un truc simple, GPT ou un autre LLM. Je suis stagiaire et mon objectif avec les outils que j'ai à proprement parler, du haut de mes 19-20 ans, dans un restaurant du centre-ville de Lyon qui marche assez moyennement, qui est une brasserie. Toi, en expert de ça, qu'est-ce que tu vas me proposer de faire pour essayer d'apporter, je ne sais pas, sur une journée de travail, des quick wins aux restaurateurs? Si c'est juste une journée, ça va être une réponse très différente de si c'est une semaine ou un mois. Mais si c'est juste une journée, à ce moment-là, je recommanderais d'aller analyser les retours clients.
de voir ce qu'on fait qui est apprécié, ce qu'on fait qui est moins apprécié, et sur base de ça, essayer de voir quels sont les retours les plus récurrents. Donc, essayer d'identifier des patrons euh, de retour client et essayer de capitaliser sur nos forces et de faire un plan d'action pour les choses qu'on fait moins bien. Donc, en une journée, ce serait les premières heures télécharger ou en tout cas Les avis Google. documenter tous les avis de Google ou d'autres outils qu'on utilise. Faire un prompt avec l'intelligence artificielle pour justement générer de là des patrons, une analyse de OK, qu'est-ce qui va pas. À partir de là, organiser une réunion avec les personnes clés du restaurant pour partager le débrief et définir, co-créer un plan d'action ensemble, potentiellement challenger ce plan d'action avec l'intelligence artificielle et demander des suggestions de mise en place rapide. Et donc là, je vois vraiment l'IA comme un partenaire de réflexion, comme un partenaire d'analyse, et aussi avec la capacité de générer des idées qu'on ne générerait pas forcément seul, et potentiellement pour venir challenger nos propres idées. Ok, je trouve qu'il y a une super bonne idée. Enfin, si j'ai n'importe quoi, une activité qui génère du feedback facilement accessible comme du commentaire Google, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais tu peux simplement... Et en plus, c'est vraiment accessible à tout le monde. Je peux ne serait-ce que le télécharger, voire je peux même le copier-coller et le mettre dans GPT. Et alors, faire un prompt, c'est un truc qui fait peur à des gens qui se sentent pas forcément experts. En fait, c'est super simple. Il suffit d'ouvrir un projet ou un projet dans ChatGPT, par exemple. Moi, c'est celui que j'utilise le plus. Et de mettre finalement en commentaire la vérité, quoi, de la réalité, de dire bonjour, je suis restaurateur à tel endroit, dans tel endroit, je voudrais analyser mes commentaires pour savoir ce que je fais bien, ce que je fais mal. Et derrière, je vais lui copier-coller mes avis Google et potentiellement, là, je peux lui dire aide-moi à analyser, trouve-moi des idées, dis-moi sur quoi je suis fort, sur quoi je suis mauvais, ce genre de choses, non ? Ouais, moi, j'utilise deux astuces que je peux partager qui viennent complémenter ce que tu viens de partager. La première, c'est une étape juste avant. Je vais demander à ChatGPT de m'écrire le prompt. Donc, je vais dire, voilà, je suis dans telle situation, je réfléchis à ça, j'aimerais faire ça, etc. Agis comme un prompt engineer et fais-moi un prompt sur le sujet. Et là, il va déjà lui-même me faire un prompt qu'ensuite je vais pouvoir réutiliser et personnaliser. Et donc, ça me permet de, on va dire, arriver à un niveau de qualité, en tout cas d'interaction avec l'IA qui s'est amélioré depuis que je fais ça. Et le deuxième, c'est que souvent les sujets stratégiques, c'est des sujets où on doit à la fois faire appel à la partie analytique et la partie créative. Pour ça, être assis devant un écran, c'est pas forcément la meilleure manière d'être dans une stimulation intellectuelle et créative optimale. Donc, ce que je fais, c'est que je marche beaucoup et j'utilise le speech-to-text. Donc, je fais ça au micro. Et donc, les LLM sont très forts pour capturer ça. Et donc, du coup, ça devient un dialogue et on peut faire ça en marchant. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit faire comme on fait toutes les autres activités du quotidien. Trop bien. Je suis désolé, mais j'ai envie de rester un peu sur cet exemple de nous, parce que je trouve qu'il est plus parlant qu'une grosse boîte ou autre. Tu m'as dit une journée, une semaine, un mois, c'est très différent. Sans être trop long là-dessus, en une semaine, du coup, tu ferais quoi de plus ? En une semaine, au-delà d'aller récupérer du feedback qui est juste associé à l'interaction qu'on a avec nos propres clients, j'irai aussi investiguer ce qui se passe dans la ville, dans le marché, quelle est la démographie des clients et des personnes qui sont intéressées par le service qu'on a à proposer. Donc là, ce serait interagir avec l'intelligence artificielle, par exemple si c'est un restaurant à Lyon, pour dire voilà, quelle est la démographie des personnes qui voyagent à Lyon, quel est le nombre de personnes qui a besoin de manger tous les jours, qui soient touristes, qui soient locaux. Sur base de ça, j'essaierai on va dire, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles en termes de quel est le type de clientèle qu'on peut aller chercher au-delà de ceux qu'on a déjà. J'irai aussi, donc ça serait dans la phase de strategic foresight, donc d'analyse. Donc pour comprendre un peu la taille du marché et est-ce qu'on doit se rediriger, est-ce que c'est pas potentiellement aussi une direction à explorer. Ensuite, dans la partie définition des choix stratégiques, j'irai investiguer un petit peu plus en profondeur que juste faire un atelier de co-création. C'est-à-dire que
Je pense qu'à partir de là, on peut réfléchir aux différentes dimensions de l'activité. Donc, si on applique ça à l'analogie du restaurant, et là, je pense que je vais devoir être créatif parce que même si j'ai travaillé dans la restauration étant ado, je ne suis pas un grand spécialiste. Donc, pour tous les restaurateurs qui nous écoutent, je suis sûr que vous auriez certainement des choses à suggérer. Mais donc, si on pense à la création des menus, donc qu'est-ce qu'on va manger sur base de, par exemple, c'est des gens qui n'ont pas le temps, qui doivent aller vite, ça doit être de la nourriture qui se prépare vite et qui se mange vite. Ou alors, si c'est des gens qui ont envie de manger sainement, on va avoir voilà. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi potentiellement le design. Donc, on voit que, par exemple, il y a beaucoup de cafés de spécialité qui pop un peu partout. Et on voit que ils peaufinent l'ambiance parce que les gens ils vont là autant pour le café que pour l'atmosphère. On voit qu'il y en a qui veulent être plus orientés vers un espace de coworking, donc on peut utiliser l'ordinateur, et d'autres qui le bannissent complètement. Donc tout ça, ce sont des choix stratégiques pour attirer et offrir une expérience qui correspond. Donc je pense qu'il faudrait identifier par dimension, donc qu'est-ce qu'on mange, comment est l'atmosphère, quelle est la culture du service, et ainsi de suite. Et à partir de là, faire un double clic, un zoom-in sur chacun de ces sujets, avec l'IA comme partenaire de réflexion, et potentiellement faire des ateliers avec les différentes parties prenantes. Ce que je ferais aussi, alors je ne sais pas si c'est une semaine ou un mois, c'est potentiellement mettre en place des prototypes et les tester avec les clients potentiels. Donc aujourd'hui, l'IA, elle nous permet de faire ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a une idée, on peut, en un prompt, on peut avoir une application, un site web. Oui. D'accord. Donc si on applique ça au restaurant, ce serait la même chose, ce serait la capacité de pouvoir itérer, créer, tester, adapter de manière très rapide. Et donc ça évite en fait l'écueil qu'on avait dans le passé de on fait des choix stratégiques, on investit énormément et ensuite on espère que ça fonctionne. Là, on va pouvoir les tester à moindre frais, valider, itérer, jusqu'à trouver la solution qui fonctionne bien. Tu m'as donné une idée. Je suis sûr qu'elle serait pas rentable, mais j'adorerais monter un café podcast avec toi, du coup, pour le plaisir. Et avec toi aussi, Hugo. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Ouais, je pense que ça fonctionnerait. La question que je me pose, c'est la viabilité financière, tu vois. Enfin, il faudrait faire payer une location et le prix des consommations. Bon, on va y penser. Si quelqu'un veut nous piquer l'idée, soyez rapide parce qu'on va s'y mettre. Ok, là on était sur une semaine et sur un mois, t'ajouterais autre chose? Oui, donc ce que je rajouterais sur la partie à moi, c'est approfondir plus sur la partie d'expérimentation, mise en place, tests et ainsi de suite. Donc, je pense que donc la stratégie, c'est faire des hypothèses. L'idée, c'est de pouvoir valider ces hypothèses le plus facilement et rapidement possible. Et une fois qu'elles sont validées, les mettre à l'échelle. Donc, imaginons que dans une semaine, on commence à établir des hypothèses, à les tester. En un mois, on a plus le temps d'itérer, de les affiner, de les peaufiner. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, de dérouler le plan d'action. Ok. Si je tire un peu le fil, si Mm. je veux faire de la stratégie, que j'ai très peu de temps, je prends les informations que j'ai à disposition, je les traite, je les analyse un peu et je constate. Si j'ai un peu plus de temps, je creuse et je vais chercher de la data plus autour de mon écosystème. Et si j'ai encore un peu plus de temps, je fais un peu ce qu'on appelle de l'A/B testing, quoi. C'est-à-dire que je prends des hypothèses et je les valide ou pas. C'est ça que tu conseilles? Ouais, tout à fait. Moi, j'aime utiliser le terme expérimentation parce que ça montre aussi que la stratégie, c'est une hypothèse. On est dans un monde d'incertitude. Et donc, le but, ça va être de valider ça au travers d'A/B testing. Ouais. Ok. Maintenant, pour revenir un peu plus sur ton activité, parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de conseiller des restaurateurs, mais je crois pas que ce soit Pas encore. Je crois pas que ce soit ton... Merde, comment on dit ton ICP, ton client idéal. Euh, Toi, tu déroules de la stratégie basée sur une méthodologie qui s'appelle OKR. Ça me rend assez curieux. Tu m'as déjà expliqué une fois ou deux, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est et comment tu déroules la stratégie de manière relativement simple? À qui? C'est-à-dire quels sont tes clients et comment ça marche? Je peux expliquer comment j'ai découvert les OKR. Je pense que ça va donner déjà un début de réponse et puis ensuite je parlerai un petit peu des OKR. Donc, je travaillais. Donc, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de product management, donc de mise en place de vision produit et évidemment le développement, l'amélioration de ces produits, des produits digitaux pour la plupart des cas. Et
à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de diriger la planification stratégique et la transformation d'une grosse fintech. On était 2000. Et donc, je commence la prise de poste et j'organise un atelier avec notre comité de direction. On définit les grandes lignes. Ensuite, je fais des ateliers avec chacune des régions. Donc, c'était une société internationale. Et chacun des départements. Je facilite les ateliers et on définit un plan d'action avec chacune des équipes. Et ensuite, j'avais une équipe de directeurs de programme qui aidait à faciliter, orchestrer l'exécution de ce plan. Et janvier, tout le monde est motivé. Février, les plans deviennent tangibles. Tout le monde est super motivé. Mars, avril, mai. Et là, on voit que la motivation, elle diminue fortement. Et quand on pose la question aux dirigeants des régions, aux dirigeants des départements, etc., ils disent on n'a plus le temps, on a des conflits de priorité, les choses ont changé, etc. Et donc, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que la stratégie, en fait, elle est exécutée par les équipes et donc elle doit être la responsabilité et d'une certaine manière la propriété des équipes et des personnes qui l'exécutent. Parce que sinon, ils se détachent et ils se dissocient en termes de responsabilité de ce qu'ils ont défini quelques mois plus tôt. La deuxième chose, c'est que la stratégie, en fait, elle doit changer de manière continue parce que l'environnement change. Et donc, on a eu ça avec la pandémie il y a quelques années, l'intelligence artificielle, évidemment les tensions géopolitiques qui contribuent. Donc, ce qui était vrai il y a 6 mois est plus vrai maintenant. Donc, quand on a fait des hypothèses il y a 6 mois, déjà, on ne savait pas tout, mais en plus, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc, sur base de ces deux postulats, j'ai étudié, j'ai recherché quelles sont les méthodes aujourd'hui qui nous permettent d'exécuter la stratégie comme un collectif, en impliquant tout le monde, et aussi de manière adaptable. Et donc, en fait, créer un système dans lequel ce soit un mouvement d'entreprise et pas juste un mouvement de quelques personnes. Et donc, les OKR sont venus comme une évidence. Et donc, c'est comme ça que je l'ai implémenté à l'époque dans cette organisation-là et depuis dans beaucoup d'autres organisations. Et donc, les OKR, en bref, c'est 3 lettres, O et KR. Donc, O, c'est objectif. Et là, l'idée pour l'organisation, c'est d'avoir quelques objectifs très clairs. Donc, en général, quand je travaille avec les organisations, elles viennent avec 12 objectifs. Non, c'est 3 objectifs, 5 max. Pourquoi ? Imaginez une autoroute. S'il y a trop de voitures, on n'avance pas. Donc, il faut qu'il y ait un endroit sur cette autoroute, et donc évidemment, en général, c'est le fast track, où il y ait peu de voitures et on puisse avancer très vite. Donc, on va avoir 3, 4 objectifs, 5 max pour les grosses boîtes. D'accord ? Et ils doivent être inspirants, un peu comme des slogans. Ça doit motiver. Donc, on va être leader en Chine, Ni Hao China. D'accord ? Et après, le deuxième élément, KR, c'est Key Result, résultat clé. Et en fait, c'est la mesure du succès. Et donc, la mesure du succès, elle vient pour plusieurs raisons. La première chose, enlever l'ambiguïté, c'est-à-dire, par exemple, être leader en Chine, ça va être interprété de manière différente par chacune des personnes qui doit contribuer. Donc, pour certains, ça va être avoir le meilleur produit. Pour d'autres, ça va être avoir le plus de ventes. Pour d'autres, ça va être... voilà. Donc, il peut y avoir plein d'interprétations différentes d'un même objectif. Donc, la mesure du succès, elle vient clarifier ça. Donc, Ni Hao China, on veut avoir 5 du top 50 des organisations chinoises. Voilà. Donc, on sait qu'on est orienté vers les grosses entreprises. Ou alors, on veut avoir un niveau de satisfaction des consommateurs chinois de plus de temps. Donc, on sait qu'on va avoir une orientation produit forte. Donc, ça va être s'aligner sur cette définition du succès. Et ça va permettre d'orienter les équipes vers la valeur qu'elles créent. Donc, ce n'est pas juste on fait des choses, c'est on fait des choses, on va mesurer le résultat. Si le résultat est positif, on fait plus de ça. Si le résultat n'est pas positif, on s'arrête, on analyse, on comprend ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les 3 lettres d'OKR. Il y a un troisième élément important dans OKR, c'est la cadence. Donc en fait, l'idée, c'est pas comme les nouvelles résolutions qu'on fait chaque année, définir ses bons vœux et après les oublier 2 mois plus tard. L'idée ici, ça va être de le mettre dans la pratique. C'est-à-dire que si c'est pas partout, ça va nulle part. Donc, dans les all hands, dans les présentations, mais aussi dans les comités de direction, commencer par une update de où est-ce qu'on en est avec notre progrès stratégique. Pour les équipes, c'est pareil. Voilà notre contribution aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Où est-ce qu'on en est avec cette progression-là ? Et donc, ça permet d'avoir on va dire un baromètre de comment on avance avec notre stratégie
et de ne pas laisser ça à l'intuition, au gut feel ou à quand on a un petit peu de temps, on fait ce qu'on peut. Ok. C'est un peu mes KPI, non? Enfin, il y a une partie de ça qui ressemble à des KPI ou... C'est souvent une réflexion qui est posée. En fait, les KPI et les OKR, ils peuvent être interchangeables, mais il y a une différence clé. Les KPI, pour moi, c'est une mesure de la santé de l'organisation. C'est un peu le KR. Est-ce que le KPI, c'est pas juste le KR de ton OKR? Non. Oui et non. Je vais te donner une analogie et on va repartir sur les restaurant. bagnoles. Ah, les bagnoles. Les bagnoles, désolé. Je pourrais laisser un restaurant, mais il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Sur les bagnoles. Donc, imaginons qu'on fasse un road trip. Avoir de l'essence, avoir de l'huile, c'est des KPI. C'est-à-dire que si j'en ai pas, tout s'arrête. Par contre, le qui résulte, c'est mon GPS. C'est-à-dire, où est-ce que je suis entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Donc, il y a un aspect très directionnel. Okay. Donc, entre mon moi d'aujourd'hui et mon moi du futur, en tant qu'organisation, où est-ce que je suis? Donc, si on applique ça à une entreprise, on a plein de KPI dans chacun des départements qui vont nous permettre de vérifier qu'on a un bon niveau de santé. Imaginons pour un département de service à la clientèle, on va avoir le niveau de satisfaction client, le temps de réponse, le nombre d'appels qu'on reçoit par client par an. Enfin, j'imagine qu'il y a un certain nombre de KPI qui sont utilisés au quotidien pour permettre de s'assurer qu'on est en bonne santé. Le qui résulte, en fait, ça va être la réponse à la question, parmi tous ces KPI, quels sont ceux sur lesquels on veut changer l'inclinaison de la courbe? Quels sont ceux où on veut vraiment faire un impact? Donc, imaginons le retour des clients, il est positif. On n'a pas besoin d'en faire un qui résulte. Par contre, imaginons le temps de réponse, notre temps de réponse est long. À ce moment-là, on va se dire, tiens, on va le mettre dans un qui résulte. Comme ça, on va le suivre comme un sujet de pilotage stratégique et on va mettre en place les actions pour l'améliorer. Donc, les deux coexistent et sont interchangeables. C'est-à-dire que pendant un trimestre ou deux, on va bosser sur le temps de réponse. Puis, à un moment donné, on est satisfait et on va le repasser en KPI. Et on va pouvoir, à ce moment-là, identifier d'autres sujets sur lesquels on veut se transformer et avancer. Ok. Et est-ce que l'IA me permet de craquer tout ça? Non, là, il faut quand même un peu un bon vieux cerveau humain pour être efficace là-dessus. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit, évidemment, on voit que l'IA vient nous aider à plusieurs titres. D'une part, comme tu l'as compris, les OKR, ils viennent ajouter un élément de données. On a besoin de données, en fait, pour ne plus être dans l'intuition et être dans, justement, les décisions informées, les choix informés, et ainsi de suite. Donc là-dessus, l'IA, elle peut nous aider à récolter, collecter, analyser, processer les données. Donc ça, à l'échelle d'une entreprise, c'est très utile. Ensuite, elle va aussi nous aider à identifier quels peuvent être les liens de cause à effet. Entre, tiens, on voit qu'ici, ça a baissé, quelles pourraient être les raisons, et ainsi de suite. Donc, la capacité de l'IA à collecter, synthétiser, analyser, processer des grands nombres de données, ça permet d'accompagner ce processus-là de manière efficace. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de professionnels de la stratégie qui vont utiliser ça non pas seulement pour la formulation dont on a parlé plus tôt, mais aussi pour le pilotage. Et donc, c'est encore dans les premières phases, on va dire, c'est encore jeune, mais il y a déjà des agents AI qui vont se connecter avec tous les outils, qui vont centraliser les informations, qui vont faire un executive summary au leader, et ainsi de suite. Donc, on commence à voir ce type d'outils arriver. Il y a la partie créative aussi, c'est-à-dire qu'il y a pour plein de gens, ok, c'est facile d'avoir la donnée, mais il y a souvent deux catégories de population, quoi. Le monde se divise entre les créatifs qui ne sont pas organisés et qui n'ont pas envie d'aller chercher la data et de la synthétiser, et les organisés qui ne sont pas créatifs, ils vont chercher la data, ils la synthétisent, mais ils n'ont pas envie d'avoir des idées. Finalement, l'IA, elle permet aussi de... Avant, il fallait être deux, du coup, pour dérouler bien. Maintenant, l'avantage, c'est que je peux être un et puis utiliser l'IA pour être l'autre. Ça a un bon angle et je pense que les gens l'utilisent comme ça sans s'en rendre compte. Ouais. Ce que je vois
qui arrive très souvent quand on commence à utiliser les OKR, c'est qu'on va commencer à regarder des métriques qui sont des métriques d'arrivée. Par exemple, plus de ventes. Donc, je veux avoir plus de ventes, je veux mesurer mon revenu. Mais le revenu, c'est ce qui vient à la fin. C'est-à-dire, on saura qu'on a fait plus de revenus quand on aura tout fait bien. Et donc, un des enjeux des OKR, ça va être de trouver les métriques. On appelle ça outcome en anglais. Donc, c'est toute une culture autour d'être orienté outcome, où on va aller chercher les métriques qui sont plus prédictives. Donc, on appelle ça des lead metrics, qui vont nous permettre en fait de prédire le succès futur. Un exemple pour la vente. Donc, le revenu, c'est un lag metric, ça vient après. Ouais. Un lead metric, ça va être le nombre de conversations qualifiées que j'ai eues avec des prospects, ou ça va être la taille de mon pipeline de vente, ou ça va être le nombre de propositions ou d'offres envoyées. Donc, ça nous donne une indication qu'on va dans la bonne direction. Exemple, j'ai envoyé 2 propositions qualifiées sur toute l'année. Est-ce que je suis dans la bonne direction pour faire mes objectifs de vente? Probablement pas. Par contre, si j'en ai fait 200, probablement que oui. Et l'avantage, c'est que ça nous donne des indications beaucoup plus tôt que le revenu. Ouais. Donc là, l'IA, elle peut nous aider parce qu'on peut arriver avec nos lag métriques en disant, voilà, ça c'est le lag métrique, quel pourrait être des lead métriques? Évidemment, il faut bien le prompter. Et donc, Ouais, ça fait partie des sujets que nous, on a développés. Donc maintenant, on a des librairies de prompts qu'on met à disposition de nos clients et partenaires. Ok. Et justement, je vais peut-être te casser ton business ou faire un lead magnet sans le vouloir, j'en sais rien. Mais tu crois que si je suis manager ou chef d'entreprise, je peux commencer ça simplement en demandant à mon LLM de m'aider à dérouler une stratégie d'OKR? Tu crois que ça marche? T'as essayé? J'ai essayé, ça fonctionne pas du tout. Il y a beaucoup de travail en fait à faire. Et je pense que toutes les personnes qui sont expertes sur un sujet, quand elles vont utiliser l'IA pour ce sujet, elles vont se rendre compte, en fait, il y a des choses qui sont bien, mais dans les détails, on perd les nuances qui font toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Donc en fait, ça va beaucoup dépendre de la manière dont on le prompte. Et malheureusement, il faut avoir de l'expertise et du savoir-faire pour pouvoir bien prompter. Et donc, c'est là où nous, on met en place ces prompts pour pouvoir aider nos clients et partenaires. Mais on voit, en tout cas, je dirais que 3 fois sur 5, quand on nous contacte, c'est des organisations qui ont essayé de mettre en place les OKR en lisant un bouquin ou après avoir lu un bouquin et qui se rendent compte de, tiens, ça ne fonctionne pas. Et donc, un exemple, c'est, on a mis en place les OKR, ça fait 6 mois, une des Big Four. Et on a aujourd'hui... ça fonctionne pas pour nous donner du focus et de l'alignement. Et en fait, ils avaient fait tout presque parfaitement, mais ils avaient manqué 2 éléments qui étaient clés. Un, ils n'avaient pas mis les OKR au niveau de l'exécutif, ils l'avaient mis au niveau en dessous. Donc, ils avaient 66 qui résultent. Donc, on va faire ça dans un check-in toutes les 2 semaines. C'est impossible. Et ensuite, il y avait très peu de valeur parce que c'était fait pour chacun des managers ou chacune des managers. Donc, il y avait très peu de relais de travail de collaboration. Et donc, les objectifs étaient bien formulés, les key results étaient assez orientés à outcome, mais il manquait ces 2 éléments-là qui faisaient que c'était une méthode qui était utile. Et donc, du coup, ils rentraient dans leur patron habituel parce qu'ils avaient manqué ces 2 bonnes pratiques. Donc, oui, je pense que l'IA peut être un accélérateur si bien encadré. Et pour revenir à ce que tu disais au début de ça, là, c'est toujours un peu le même sujet, en fait. L'IA, la relation entre l'expert et l'IA, il y a un truc qu'on a déjà tendance à oublier, c'est que avant d'avoir un GPT ou un LLM sous la main, si je connaissais pas les OKR, à moins de me farcir 1, 2, 3 bouquins, etc., je les connaissais pas, point. Et puis je m'arrêtais là. Là, aujourd'hui, ça me permet quand même de rentrer dedans, de comprendre, d'essayer de dérouler, de faire un certain nombre de choses et autres. Par contre, en effet, le niveau d'expertise, si j'ai pas le niveau d'expertise ou que j'essaye pas de l'acquérir, je vais rester en surface. Mais c'est un peu comme avec tous les sujets. C'est toujours ce grand débat. Oui, mais l'IA se trompe. Mais en fait, c'est pas à l'IA d'avoir raison. L'IA, elle t'aide à dérouler, elle t'aide à être créative, elle t'aide à analyser, etc. Mais c'est le couple entre l'expertise et autres. Et pardon, je suis en train de digresser là, mais
La boîte qui vient chez toi, qui arrive à toi et qui a déjà essayé de commencer à mettre en place ses OKR, est-ce qu'elle a déjà fait la moitié du chemin? Ou est-ce que c'est un peu dangereux d'essayer tout seul dans son coin? Et est-ce qu'il y en a qui arrivent sans toi? Bien sûr qu'il y en a qui arrivent, et c'est très bien d'ailleurs. C'est un peu comme, je pense, apprendre un sport. Donc, on peut parler du basketball ou du judo ou quoi que ce soit. En fait, quand on le fait seul, on apprend des mouvements. Et ces mouvements, bah, parfois c'est les bons et parfois c'est pas les bons. Donc si je prends l'exemple du basket, si on n'apprend pas à bien shooter, et donc il y a vraiment une technique pour bien shooter, c'est pour ça que la plupart des joueurs professionnels, ils ont le même mouvement. Si on n'utilise pas le bon mouvement, bah, on va perdre en efficacité. Et on va perdre encore plus en efficacité quand on va de plus en plus vite et quand on veut vraiment aller à l'échelle. Il se passe la même chose en fait quand on met en place une méthode ou quelque chose. C'est-à-dire que si on le fait avec les mauvais mouvements, déconstruire ces mouvements-là Mhm. pour réapprendre des nouveaux va être plus compliqué que si on partait de zéro. Donc c'est pour ça que souvent, nous, on recommande, vaut mieux un accompagnement, même s'il est léger au départ, pour avoir une sorte de guidance. Et donc, nous, on parle de copilotage, c'est-à-dire que c'est bien que l'organisation soit autonome. Et donc, il faut faire monter en puissance des personnes dans l'organisation. Il faut que ces personnes elles soient accompagnées, savoir, bon, bah, tiens, là, je dois aller à gauche, là, je dois aller à droite, là, il faut que je ralentis, là, il faut que j'accélère, là, il faut que j'implique telle personne, et ainsi de suite, pour pouvoir apprendre les bons mouvements dès le départ et du coup pouvoir être autonome. Je crois beaucoup dans le concept de créer des communautés de praticiens dans l'organisation et donc, d'une certaine manière, avoir des strategic enablers. Je ne saurais pas comment le traduire en français comme ça C'était un terme très spontanément. américain. Et donc, en fait, c'est dans chaque département, dans chaque équipe, avoir une personne qui soit le représentant ou la représentante du sujet et qui va avoir plus de connaissances sur la méthode, le process et ainsi de suite. Et c'est des positions qui sont vachement intéressantes parce que ça permet de sortir de sa zone de confort, d'apprendre des nouvelles choses, mais aussi de se connecter avec d'autres personnes de l'organisation. Et ça Ouais. permet aussi à l'équipe qui pilote la stratégie d'être un petit peu moins dans la tour d'ivoire et d'être avec les équipes, comprendre ce qui se passe dans l'opérationnel. C'est Spotify à l'époque qui avait bien théorisé ce truc-là, non? Avec je sais pas si tu le vois, ce schéma. Il y avait les tribes, en gros, les silos par métier, puis il y avait des trucs transversales par projet, et puis il y avait des trucs en diagonale parce que les mecs jouent au basket à midi, et puis il y avait des groupes, etc. En fait, quand tu commences à croiser tout ça, souvent le problème d'organisation, quand tu as le business qui parle pas à la technique, qui parle pas au marketing, c'est difficile d'avoir une stratégie commune, non? En fait, on voit deux types d'organisations. On voit celles qui sont pas bonnes pour exécuter, c'est-à-dire qu'ils font juste ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas vraiment de structure et de professionnalisme dans la manière d'exécuter les choses, qu'elles soient stratégiques ou pas. Et puis, on voit celles où elles sont très bonnes pour exécuter à leur niveau, mais ça manque de relais. Et donc là, l'analogie, c'est les courses de relais. Ok. Une course de relais, c'est pas d'avoir les 4 meilleurs sprinters. En fait, tout se passe au moment où il se passe le relais. Et c'est la même chose pour une organisation. C'est-à-dire que oui, c'est important d'avoir des contributeurs qui soient bons, qui soient à leur plein potentiel, qui soient soutenus, etc. Et c'est aussi très important, en fait, de voir comment est-ce qu'on va faire ce relais entre les différents acteurs. Donc, d'avoir des équipes, on va dire, cross-fonctionnelles sur les ambitions stratégiques, ça permet de faciliter ça. Ok. Et toi, tu l'appliques à ton organisation, tout ça? Ah, complètement. Ouais. Comment est-ce que tu fais? Enfin, raconte un peu, vous êtes combien et comment est-ce que tu déroules cette stratégie? Parce que toi, finalement, tes équipes, c'est beaucoup des experts, des coachs. Ça doit pas être facile de donner des leçons à ces gens-là qui eux-mêmes sont experts. J'ai la chance et la gratitude d'avoir un réseau d'experts qui aiment apprendre. Donc ça aide beaucoup. Je pense que ça fait aussi partie de la sélection naturelle dans les échanges qu'on a eus. Les gens qui ont été attirés, c'est des gens qui ont été attirés par rencontrer d'autres et apprendre des autres, etc. Chez nous, l'exécution stratégique, elle se passe à deux niveaux. Donc, on est une organisation très jeune. J'étais tout seul il y a 6 ans. J'ai monté, finalement, je me suis décidé à monter la boîte il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est 12 et on a un réseau d'experts de 80 experts donc à travers le monde.
Donc, le cœur de l'équipe, c'est ces 12 personnes-là. Et la manière dont on travaille, c'est qu'on se retrouve tous les quadrimestres. Donc, on faisait ça tous les trimestres, maintenant on fait ça tous les quadrimestres, donc tous les 4 mois. Et on fait une revue de comment est-ce qu'on a avancé dans nos plans stratégiques, et donc nos OKR, évidemment. Et donc, en général, l'agenda sur une journée, ça va être revue de comment les choses ont avancé, qu'est-ce qu'on a appris du quadrimestre précédent. Sur base de ça, on va identifier qu'est-ce qu'on doit ajuster sur la prochaine période pour atteindre nos ambitions. Et c'est en général un atelier co-créatif. C'est-à-dire qu'on fait ça tous ensemble. C'est pas moi qui viens avec la vision, mais c'est plus voilà où on veut aller, voilà les objectifs qu'on s'était donnés pour l'année, sur quel sujet on devrait se positionner sur cette période. Et une fois qu'on a fait ça, chacun définit son plan d'action et on met un driver par qui résulte. Et donc, c'est un driver d'une mini-équipe cross-fonctionnelle qui va avancer. Donc là, par exemple, sur le reste de l'année, on a un objectif autour de faciliter et aider nos partenaires. Donc, on va mesurer par la capacité de nos partenaires à proposer nos services, par la satisfaction de nos partenaires, ainsi de suite. On en a un et donc là, c'est drivé par une personne. On en a un deuxième qui est sur le lancement d'un produit qui est un outil de diagnostic de l'exécution stratégique, où là, on va mesurer ça par le nombre de personnes qui vont répondre au diagnostic, qui est libre d'accès en ligne, mais aussi au nombre de diagnostics qu'on va faire au niveau d'entreprise. On a déjà fait quelques-uns donc dans la préparation du produit, mais donc là, l'idée, c'est de le lancer, et le nombre de partenaires qui l'utilisent. Et le troisième, c'est sur la préparation de 2026. Donc, comment est-ce qu'on, aujourd'hui, met en place les actions pour sécuriser une année 2026 qui soit celle qu'on aimerait avoir. Donc, là, je ne vais pas trop parler des métriques, mais en tout cas, ça vous donne une idée de comment on gère ça. Il y a un driver pour chacun des sujets. Et ensuite, on a une gouvernance adaptée. C'est-à-dire que les meetings, ils sont plus organisés par objectif que par département. Voilà en bref. Ok. Je sais pas si ça donne plein d'idées ou si ça fait peur. C'est toujours pareil. T'as envie de... Quand je t'écoute, moi, j'ai envie de changer plein de trucs. Et puis après, je me dis, oh là là. Mais c'est assez simple, en fait. C'est-à-dire que je l'explique comme ça, c'est peut-être des concepts nouveaux. Mais en fait, en termes de nombre de réunions, c'est beaucoup moins que ce qu'on peut voir dans les modèles traditionnels. Parce qu'en fait, on va avoir des réunions qui sont très axées vers les résultats, les priorités stratégiques. Et tous les sujets qui ne sont pas sur la voie rapide de l'autoroute, Ouais. Ils sont traités en asynchrone. On ne donne pas autant d'importance à ça. Donc, un des gros enjeux, c'est comment extraire l'essence du bruit. Et donc, les OKR vont nous aider justement à avoir des discussions qui sont très centrées sur les sujets principaux. Mais du coup, tu dis que ça te fait un peu peur. Je peux te poser la question. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce que tu entends ? C'est le... Tiens, je suis en train d'y réfléchir. Pardon, j'ai pas la réponse. Je m'étais pas préparé. Mais non, je pense que c'est la durée. Je pense que c'est, tu le disais tout à l'heure, c'est dans le temps, le rendre efficace. Je pense que j'aurais pas de mal à impulser l'exécution au début. Je pense que j'aurais pas de mal à motiver moi-même. Je parle pour l'instant que de moi, même pas de mes équipes, de lancer des nouveaux sujets, etc. Est-ce que ça ferait pas flop si j'étais pas accompagné au bout de 2, 3, 4 semaines? D'ailleurs, c'est vrai que maintenant, quand je veux lancer un truc à un peu plus long terme, que ce soit le sport, la santé, le poids, le business, etc., j'essaye d'avoir un appui externe à moi-même parce que je sais que je vais avoir tendance à m'essouffler. Ouais, c'est l'occasion de se forcer à avancer. Moi, je le fais aussi pour des sujets sur lesquels je sais que ça m'intéresse, mais si je n'ai pas une réunion dans mon agenda, ça ne va pas avancer. Pour une personne, mettre en place, on va dire, une approche orientée valeur pour sa stratégie, c'est pas plus compliqué qu'une fois tous les trimestres se dire ok, c'est quoi mes 2-3 objectifs. Donc si on va dire quand j'aurai fini ce trimestre, imaginons je suis très content, qu'est-ce que j'ai accompli? À partir de là, dire comment est-ce que je peux le mesurer chaque semaine et se mettre une réunion dans son agenda le lundi matin ou le vendredi après-midi. C'est pas plus compliqué. Bien, j'allais te dire, mais c'est exactement comme les bons vœux. Tu te le dis sur le premier semestre, t'es trop content de le faire. Réunion, il faut le mettre dans l'agenda. Et oui, t'as raison. Le truc, c'est ça le point clé. Mais c'est juste ça. Une fois que tu l'as dans l'agenda, après tu les revois et puis tu as un dialogue interne en tant que solopreneur. Quand tu es une équipe, c'est la même chose, sauf qu'en fait, tu commences ton team meeting avec ça.
Et alors après, quand tu deviens une organisation un petit peu plus structurée, alors évidemment, le setup que je te décris chez nous, bah, on est spécialisé là-dedans, donc on est à l'aise, et donc on l'a évidemment rendu un peu plus sophistiqué. Mais la base, c'est une réunion dans laquelle on fait une update sur nos OKR, et on dit comment on va avec celui-là. Est-ce que le niveau de confiance est élevé? Oui, très bien, next. Est-ce qu'il est moyen? Ok, qu'est-ce qui nous ralentit? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut plus de temps? Est-ce qu'il faut plus de ressources? Est-ce qu'on doit prendre une décision? Donc, ça permet d'avoir de la visibilité sur tous les sujets importants. Et finalement, c'est un mouvement qui va assez vite. Ce que je recommande aux organisations, c'est d'avoir un rôle qu'on appelle OKR lead. Donc, c'est la personne qui va driver les OKR. Donc, ça peut être dans les organisations un peu plus structurées, le chief of staff, la personne responsable du portfolio, la personne responsable de la strat ou de la transfo, qui en fait a une vue transversale et qui va s'assurer que les meetings soient dans l'agenda, préparer les cycles et ainsi de suite pour que justement les personnes qui drivent la vision soient pas les personnes qui doivent justement être dans l'opérationnalisation concrète de voilà tel meeting, tel moment et ainsi de suite, qui est quelqu'un Ok. qui s'en charge. Et est-ce que c'est contradictoire avec, ou est-ce que c'est complémentaire à l'inverse avec d'autres méthodos? Je pense en agilité à du daily meeting, par exemple. Est-ce que je peux avoir ma réunion tous les quadrimestres d'OKR et en même temps avoir un daily meeting tous les matins avec mon équipe? Ouais, c'est tout à fait complémentaire. Donc, on travaille beaucoup avec des boîtes tech. On travaille beaucoup avec des boîtes qui travaillent en agile, en scrum, en safe, you name it. Euh, En fait, dans la majorité des cas, c'est des méthodes qui vont aider à rendre l'exécution plus agile. Mais elles vont pas forcément intrinsèquement la rendre plus orientée valeur, plus Ok. orientée stratégique. Donc en fait, la manière dont ça s'intègre, c'est que on va définir nos OKR, c'est on va dire le cadre. Ça va être ce qui va guider les équipes pour définir leurs priorités. Et donc concrètement, ça veut dire que le roadmap, il est orienté vers les outcomes. Le backlog, il est orienté vers les outcomes. Donc on peut taguer dans l'outil, ben, tiens, voilà toutes les activités, voilà quels key résultats elles vont correspondre. Et à partir de là, les équipes, elles vont exécuter avec une méthode agile. Et donc au début du sprint, nous, ce qu'on fait par exemple, c'est on regarde nos OKR, on voit où on en est, on dit, bah, tiens, celui-là, ça va très bien, on peut ralentir un petit peu là-dessus. Celui-là, par contre, il faut qu'on accélère. Donc on va réorienter notre effort sur les sujets qui sont associés à ça. Et à partir de là, on le gère donc dans un sprint planning agile et on le gère dans nos stand-up Scrum. Donc, Ce que tu disais tout à l'heure, ça doit surtout pas être figé. Et j'imagine que le fait d'avoir une organisation, par exemple en daily, ça te permet d'ajuster en temps réel, non? ouais, tout à fait. Et donc, en fait, les deux interagissent. C'est-à-dire que l'impact de nos activités va justement va pouvoir être visible dans le progrès des OKR. Et le progrès des OKR va nous indiquer où est-ce qu'on doit se focaliser dans notre quotidien. Ok, trop bien. Je jetais un coup d'œil à l'heure et comme je suis en train de prendre une masterclass en live, j'étais en train de m'oublier sur le timing, donc on va, on va avancer un peu. Parce que je pense qu'on pourra en parler très longtemps. Ok, bah écoute, pour faire la transition sans transition, j'ai envie de te dire comment t'en es arrivé là. C'est quoi le chemin qui t'a amené à ça? Tu nous as expliqué tout à l'heure comment tu les as découverts, mais de manière un peu plus large. Aujourd'hui, Elie, tu es chef d'entreprise, tu as une boîte qui fait référence dans ce domaine-là. Tiens, j'aime bien le faire comme ça, du petit Elie, enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est passé quoi? Alors, j'ai étudié, j'ai étudié gestion, business international, etc. Et j'avais toujours envie et le rêve d'avoir un impact. Et donc, j'avais commencé dans une FMCG. Qu'est-ce qu'une FMCG? Une boîte de grande distribution. Ok. Donc, ça veut dire quoi, FMCG? Fast Moving Consumer Goods. Ok. Pardon pour l'acronyme. Je l'avais pas celui-là. Et en fait, c'est un monde passionnant, ça bouge à toute vitesse, etc. Mais je me rendais compte que pour avoir un impact durable, c'est des entreprises énormes. Il fallait sans doute que je reste là des années. Donc, je suis rapidement transitionné, en tout cas, j'ai rapidement transitionné vers les startups. Donc là, j'ai bossé dans de l'EdTech et puis ensuite dans de la FinTech. Et naturellement, mes rôles se sont orientés vers aider, en fait, pour résumer en une phrase, aider à structurer une vision en action pour la rendre tangible. Et en fait, ce qui m'a nourri là-dedans, c'est comment est-ce que je peux rendre une idée réelle.
Et donc, je l'ai fait pour mettre en place une plateforme de webinaire et de webcasting en 2007, donc bien avant Zoom et ainsi de suite. Nos clients, c'était la Commission européenne, les grosses pharma et ainsi de suite. Donc, c'était super intéressant. Et donc là, c'était vraiment mettre en place une plateforme, productiser les services et ainsi de suite. Ensuite, je l'ai fait dans le monde des paiements et de la détection des fraudes. Donc là, c'était déjà de l'IA d'ailleurs, 2012. Comment détecter les comportements douteux en utilisant les données auxquelles on avait accès, évidemment dans le cadre de la régulation GDPR, et pouvoir prévenir les risques pour les consommateurs et pour les commerçants. Donc ça, c'était un boulot passionnant que j'ai fait pendant plusieurs années. Et j'ai même aidé aussi un ami, on a monté une boîte de jeux de société. Enfin, donc voilà, je pense que l'idée de passer de l'idée à l'action et la rendre réelle, ça m'a toujours vraiment passionné et je le fais toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, à un moment donné, ça faisait 7 ans que j'étais dans l'industrie de la technologie financière qui est passionnante, que j'ai adorée. Et en même temps, je me suis posé la question, est-ce que je veux passer les 30 prochaines années dans cette industrie-là? Et c'est le moment où je me suis dit, bah, tiens, j'aime la diversité, j'aime être challengé par des nouveaux contextes et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé à faire du conseil de start-up, de boîtes plus grosses, de fonds d'investissement. Et je voyais que les problèmes qui revenaient, ils étaient récurrents en fait pour mettre les idées en action. C'était on n'est pas aligné, on n'est pas assez focalisé et ainsi de suite. C'est là que OKR est devenu une solution qui finalement s'est imposée comme quasiment mon quotidien aujourd'hui. Ok. Tu t'es fabriqué le boulot de tes rêves, quoi. En vrai, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est assez inspirant. Et peut-être si on sort un peu de tout ça, il y a un truc toujours un peu... comment l'expliquer? Moi, j'ai un truc toujours qui me fascine chez les vrais coachs, parce que ça reste du coaching, que tu fais du coach en OKR. Comment est-ce que tu alignes dérouler un plan stratégique, etc., avec le perso? Enfin, faut être bien dans ses baskets, il faut, j'imagine, avoir soit les pieds bien sur terre, soit être complètement perché, soit un mélange entre les deux, j'en sais rien. C'est quoi le lien entre tout ça, entre ton mindset personnel et ta capacité à coacher de manière efficace et régulière les gens que tu accompagnes? Je ne sais pas si tu t'accompagnes encore toi-même ou si c'est que tes experts qui le font. Je continue à le faire moins. Je suis principalement concentré au développement de l'activité. Mais j'aime bien garder quelques projets pour rester actif, on va dire. C'est intéressant, quand tu as commencé à poser la question, je pensais que tu faisais référence à notre position de coach par rapport aux organisations et l'aspect personnel des personnes avec qui on travaille. En vrai, je savais pas où j'allais quand j'ai commencé à poser. Qui a un angle intéressant, mais celui que tu poses, c'est aussi un angle très intéressant. Je dirais que le principal challenge pour moi, c'est quel est l'espace-temps dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que quand notre travail, c'est de projeter vers l'avenir, on est dans un espace-temps qui est très vers le futur. Et donc, notre travail vis-à-vis des organisations, c'est de les aider à faire le lien et de les challenger sur la pertinence, la congruence entre ce qu'elles font aujourd'hui et qui elles veulent devenir dans le futur. C'est bien et c'est important et c'est sain, mais c'est aussi important d'être dans le présent et juste d'être. Et je pense que c'est mon principal, en tout cas, challenge quand je ferme l'ordinateur ou quand je sors de réunion, c'est OK, on n'est pas constamment en train de travailler sur un plan de développement de comment on s'améliore. On peut aussi juste profiter de la vie et des imperfections, des choses telles qu'elles sont, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est sain, et c'est d'ailleurs très important. Et donc, des fois, j'ai besoin de me le rappeler. Trop bien. Ok, du coup, on va finir sur l'impact. On a parlé tout à l'heure. Tu as un peu finalement donné ta définition de l'impact. Tiens, je vais te la poser différemment. C'est quoi ta définition de l'impact et comment tu te l'appliques? Alors, j'ai eu pendant plusieurs années un projet qui s'appelait Impactive. Donc je me suis beaucoup posé cette question, évidemment, et je me la suis aussi posée au moment de transitionner complètement vers OKR Mentors. L'impact, pour moi, c'est améliorer
la vie des gens et du vivant. Donc, améliorer l'écosystème du vivant. Donc, concrètement, pour moi, ça veut dire si je peux faire en sorte que les gens qui sont autour de moi soient un peu plus heureux, c'est déjà une première victoire. Donc, ça se passe au sein de l'équipe. La deuxième chose, c'est si je peux aider les organisations à être un peu plus conscientes de l'impact qu'elles peuvent avoir, donc que ce soit au niveau du bien-être de leurs membres d'équipe, qui puissent délivrer leur plein potentiel grâce aux OKR par exemple, mais aussi en délivrant plus de valeur à leurs clients. Et il y a aussi une notion qui est importante et où les OKR ont pu aider, c'est sur le fait que la mesure du succès, c'est pas forcément vendre plus. Donc, j'ai utilisé ça comme exemple, c'est un exemple évident, mais il y a aussi pas mal de sensibilisation sur quel est l'impact qu'on veut avoir, quelle est la mesure du succès en termes de bien-être, en termes d'impact environnemental, et ainsi de suite. Donc, ça m'est arrivé d'être dans des comités de direction ou des ateliers où on a une vision qui est rendre notre industrie plus propre. C'est vraiment la vision. Et puis les OKR, il n'y a rien sur l'environnement. Et donc là, on pose la question, dans quelle mesure est-ce que nos OKR sont alignés avec notre mission et notre vision? Et je suis la personne qui apporte on va dire le grain de réflexion sur où est notre impact environnemental et ainsi de suite. Donc pour moi, l'impact aujourd'hui, c'est on va dire autour de moi, mes proches, les équipes avec qui je travaille, les personnes avec qui je travaille, et aider les organisations à favoriser le bien-être de leurs équipes, de leurs clients. Et évidemment, quand je peux travailler sur un projet où, par exemple, on va mettre en place la stratégie sustainability dans une boîte, ben, c'est génial. Ou alors, j'ai travaillé avec des fonds qui sont spécialisés dans les boîtes à impact. Ça, j'aime beaucoup aussi. Il y en a un qu'on connaît bien. Pardon? Je pense à Norscan, du coup. Entre autres, ouais. Trop bien. Qu'est-ce que c'était, Impactive? Impactive, c'était on accompagnait les entrepreneurs à impact. Donc, en fait, j'avais monté un réseau d'experts en stratégie, quel hasard, en go-to-market, en produits, en plein de sujets. Et en fait, on accompagnait, donc on plaçait des mentors dans des accélérateurs connus et reconnus. On avait aussi designé des accélérateurs et des incubateurs pour des écoles ou pour des entreprises. Et on avait aussi créé un accélérateur personnalisé sur lequel on analysait le profil de l'entrepreneur et sur base de ça, on faisait un accompagnement personnalisé. Et donc, je l'ai lancé en 2020. On a été plusieurs, donc c'était une aventure. Et c'est un écosystème qui est foisonnant. En fait, il y a beaucoup de choses. L'impact aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens s'y intéressent. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui disent « mais moi, j'ai envie d'aider à ce niveau-là ». Donc, c'était très facile en fait de faire grossir notre réseau d'experts. Et en fait, les deux activités étaient en parallèle. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Ça n'a pas été un choix facile. Okay. J'ai fait le choix d'OKR Mentors parce que je voyais que l'écosystème était déjà très, très riche, voire presque saturé au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs. Et je pensais que j'avais plus d'impact à apporter avec OKR Mentors. Peut-être que finalement, tu as un peu fusionné les deux. C'est ce que je me suis dit pour me rassurer au niveau existentiel. Ouais. Allez, on va finir là-dessus, c'est pas mal. Ok, trop bien. Écoute, merci pour tout. C'était une sacrée masterclass depuis le temps que tu me dis que tu pourrais m'expliquer et m'apprendre 2-3 trucs. Je pense que tu vois, je m'en étais pas rendu compte en t'invitant sur ce podcast, mais ça l'a bien fait. Merci beaucoup. J'espère que les gens qui nous écouteront s'intéresseront à ça. Et puis si on te cherche, il suffit de taper OKR Mentor, j'imagine. Tout à fait. Ou alors vous pouvez me contacter, Eli Kazamidjana. Merci beaucoup pour l'invitation, Jérémy. J'ai passé un très bon moment. Merci, Eli.